on en est à ces 4 équations ici. Donc A de V vaut 1 quel que soit V. On a B de U sur U égale B de V sur V quel que soit U et V. On a un genre de loi de composition des vitesses. Donc W c'est U plus V sur 1 plus V B de U quel que soit U et V. Et on a cette relation-là avec gamma. Donc l'idée ici, c'est déjà de s'occuper de celle-là parce que celle-ci, elle est importante. Elle dit que B de U sur U, c'est B de V sur V et ceci quel que soit U et V. Un matheux vous dira que la seule possibilité pour cette fonction-là, c'est que cette fonction, finalement, B de U sur U, et puisque ça va être aussi égal à B de V sur V et ceci quel que soit U et V, ça ne peut être qu'une constante que je vais appeler grand K. Autrement dit, c'est-à-dire que B de V, c'est KV. Voilà ce que j'obtiens. J'obtiens que B de V, c'est KV. Avec K, une constante, donc a priori réelle, n'importe quelle constante réelle, peut convenir, mais cette constante, on doit la choisir une fois pour toutes. J'obtiens ici quelque chose de particulier, c'est qu'il apparaît dans la théorie que je suis en train de construire une constante, une valeur, qui ne peut pas être déterminée par la théorie elle-même, c'est une valeur qui est manifestement, on peut choisir arbitrairement. A priori, en tout cas dans la théorie que je suis en train de construire. Et donc cette valeur de K va faire que tous les physiciens du monde entier se mettent d'accord dessus. Une fois que tout le monde s'est mis d'accord sur cette valeur de K, alors la théorie, finalement, elle est fixée pour tout le monde, tous les physiciens vont être d'accord. Donc on va voir que cette constante K, elle est liée à la vitesse, entre guillemets, de la lumière, à la constante petit c. Alors maintenant que je sais ça, j'ai plus qu'à appliquer bêtement. Donc j'ai ici la vitesse, donc W. Du coup, si j'applique ça ici, j'obtiens que W, c'est U plus V sur 1 plus KVU. J'obtiens ça. C'est la loi de composition des vitesses relativistes. Il y a juste à triturer un tout petit peu K pour s'en convaincre. Mais voilà. Donc j'obtiens ici un genre de loi de composition des vitesses. Et puis ici, je peux réécrire la même chose, mais on va, pareil, gamma de W pour l'instant est encore un peu mystérieux. Donc, comme tout à l'heure, on va utiliser la même astuce si U égale moins V. On sait que W égale 0. Donc j'obtiens ici, si je remplace là-dedans, que gamma de 0, c'est gamma de U. Alors je vais tout mettre en fonction de V. Donc U c'est moins V, on a dit, donc gamma de moins V, fois gamma de V, fois 1, plus V, B de U, donc B de U, c'est-à-dire K fois moins V. Puisque U c'est moins V, on a dit, U égale moins V. Et B de U, c'est K fois U, donc K fois moins V. Or, gamma est une fonction paire, c'est là que ça va servir, ce qu'on a dit tout à l'heure. Gamma doit être une fonction paire de V, donc ça c'est la même chose, donc ça fait gamma carré de V finalement. Donc gamma de 0, c'est gamma carré de V fois 1 plus, alors pardon, moins, si je mets le moins devant, ça fait 1 moins KV2. Ok, ce qui veut dire que gamma finalement, carré de V, gamma carré de V, excusez-moi, hop, gamma carré de V, c'est finalement gamma de 0 sur 1 moins KV2. Bon, maintenant, c'est quoi gamma de 0 ? On peut le trouver en prenant U égale V égale 0. Si je prends toutes les vitesses nulles, W vaut 0 aussi, fatalement. Et donc j'ai gamma de 0 égale gamma de 0 fois gamma de 0 fois 1. Bref, j'ai gamma de 0 au carré qui vaut gamma de 0. Le nombre dont le carré est égal à ce nombre lui-même, c'est 1, quoi. C'est 1. Donc finalement, gamma de V, c'est 1 sur racine de 1 moins KV2. Voilà. Alors, au final, si je résume tout, les transformations, elles vont avoir quelle tête ? Les transformations, donc je reprends x' et puis t'. Donc x', ça va être 1 sur racine de 1 moins KV2, x moins vt, et t', 1 sur racine de 1 moins KV2, fois, donc a de v, on a dit c'est 1, donc t moins, et là c'était b de v fois x, mais b de v, on a dit c'est kv, donc kvx.
Voilà ce qu'on obtient comme transformation. Alors, comment on peut choisir K? Il y a plusieurs solutions. On peut prendre par exemple K négatif. Donc si je prends K négatif et que je regarde les dimensions de K, on voit que ça n'a pas de dimension, c'est 1. Donc K a les dimensions de l'inverse du carré d'une vitesse. Dim de K, hein, on voit que K fois V2 ne doit pas avoir de dimension, puisque 1 n'a pas de dimension, c'est-à-dire que K, c'est l'inverse d'une vitesse au carré. Ok, donc ça veut dire que K s'écrit comme l'inverse du carré d'une vitesse, donc on a très envie de noter K autrement. Et en particulier, si K est négatif, par exemple, j'ai très envie d'appeler K, j'ai envie d'écrire 1 sur une vitesse au carré. J'ai envie d'appeler ça... peut-être... Non. Allez, C carré, bon, je vais l'appeler comme ça. Pardon, si K est positif, excusez-moi, si K est positif. Si K est positif, j'ai très envie d'appeler K, de l'écrire sous la forme 1 sur C carré, avec C quelque chose qui a les dimensions d'une vitesse. Et si je fais ça, j'obtiens que x', c'est 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2, x moins Vt. Et j'obtiens que T', c'est 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2, T moins Vx sur C2. Et ceci, c'est exactement la transformation spéciale de Lorentz. J'obtiens la transformation spéciale de Lorentz. Je n'ai jamais parlé d'électromagnétisme, j'ai jamais parlé d'hypothèse de constance de la vitesse de la lumière par changement de référentiel, etc. La lumière, en fait, elle n'a rien à voir là-dedans. J'ai pas eu besoin de lumière. J'ai juste eu besoin de poser quelques principes élémentaires. Juste poser le principe de un espace-temps, je construis un espace-temps continu, un espace-temps homogène, un espace isotrope. Et un dernier point, mais qui tient des autres, c'est que si j'ai 3 référentiels équivalents, je dois pouvoir construire un groupe de transformations, c'est-à-dire je dois pouvoir trouver un ensemble de transformations que je peux composer pour obtenir une nouvelle transformation, une loi de composition interne. La composition doit être interne. Et effectivement, la composition de 2 transformations est une transformation. Alors maintenant, on peut se poser la question d'autres valeurs de K. Pourquoi pas, on peut se poser la question de K négatif. Si je prends K négatif, je peux faire ça, je peux imaginer choisir une valeur de K négative. Mais si je choisis la valeur de K négative, dans ce cas-là, K s'écrirait moins 1 sur quelque chose au carré, une vitesse au carré. Du coup, ici, j'aurai des plus, ici des plus. Et si je fais ça, je vais avoir un souci de causalité. Alors pourquoi de causalité ? À notre échelle humaine, on aime bien penser que certaines actions sont causalement liées. Par exemple, si j'ai un événement E1, je mets une claque à quelqu'un, E2, cette personne se met à pleurer. J'aime à croire, à mon échelle, que E1 a induit E2, que E2 est une conséquence. Donc j'aimerais que T2 moins T1 soit positif et que, quel que soit le changement que je fais par cette transformation, par une transformation de cet ensemble, je voudrais que T'2 moins T'1 soit aussi positif. Je ne veux pas pouvoir changer le signe de T2 moins T1. Or, bon, je peux vous laisser vous montrer, mais si vous mettez ici plus, vous pouvez toujours trouver un référentiel dans lequel les dates seront inversées, dans ce cas. Donc si K est négatif, la causalité peut être menacée. On peut donc écrire une physique non causale. Donc il n'est pas très judicieux de choisir K négatif. Dernier point, si K vaut 0, alors dans ce cas, si K vaut 0, j'obtiens x' égale, si K vaut 0, ça fait 1 ça, donc ça fait x moins Vt. Et j'obtiens T' égale, si K vaut 0, ça vaut 0, ça vaut 1, ça vaut T. Si K, je le choisis identiquement nul, j'ai alors Galilée. Je retrouve le groupe de Galilée en prenant la valeur de K particulière, nulle. Maintenant, choisir K nul, c'est s'imposer une contrainte supplémentaire qui n'est pas utile et qui n'est pas souhaitable, puisqu'on voit que si K égale 0, j'ai du mal à écrire des lois de la physique
cohérentes, invariantes, etc. En particulier, quand j'écris les lois de l'électromagnétisme, je vois qu'elles ne sont pas cohérentes avec la transformation de Galilée. Je n'arrive pas à écrire des lois de l'électromagnétisme qui sont invariantes par une transformation de Galilée, mais bien par transformation de Lorentz. Donc la transformation de Lorentz, là, cette transformation spéciale de Lorentz, vous voyez qu'elle apparaît, sans jamais avoir parlé de lumière, elle apparaît naturellement en prenant juste des principes fondamentaux de base, homogénéité de l'espace-temps, isotropie de l'espace, principe de relativité, et puis principe de causalité. Je ne veux pas que ma physique ne soit pas causale, c'est-à-dire je ne veux pas inverser des dates d'événements causalement liés. Et donc voilà comment on obtient ça. Et la vitesse c, ici, n'apparaît pas du tout comme étant la vitesse de la lumière, mais bien comme une constante fondamentale de la théorie que je viens de construire, sur laquelle il va falloir se mettre d'accord. Je rappelle que le système international aujourd'hui a été défini à partir des constantes fondamentales. On a fixé une fois pour toutes la valeur de C. C'est-à-dire que C, maintenant, est un choix arbitraire, certes qui vient du passé, de nos choix d'unité de longueur et de temps, mais maintenant, C est choisi de façon exacte, de façon arbitraire. On a choisi cette valeur-là de C. Et voilà, c'est un choix qu'on vient de faire. Donc C n'est pas la vitesse de la lumière, en tout cas pas fondamentalement, c'est une constante fondamentale ici qui tient entre guillemets, qui fait un lien entre guillemets entre l'espace et le temps. C'est la constante de structure de cette théorie de la relativité. Toute interaction, toute loi de la physique doit être invariante par une transformation de ce groupe de Lorentz si on veut avoir l'espoir que la loi de la physique tienne la route, puisqu'une loi de la physique doit être la même pour tout le monde. Si en changeant de référentiel, la loi change de forme, bah du coup, on n'a plus vraiment de loi. C'est-à-dire qu'il n'y a que des exceptions, et c'est plus des lois. Dernier point, là ici, on a travaillé à une dimension. Il faut évidemment généraliser à 3 dimensions. Je ne vais pas faire ça, mais ça, c'est pas très compliqué non plus. Mais on peut généraliser à 3 dimensions, et le groupe de Lorentz finalement s'agrandit. Il y a d'autres choses. Il y a aussi les rotations de l'espace, qui sont des transformations qui permettent de garder toutes ces hypothèses dont on a parlé. Il y a aussi le retournement de l'espace, c'est un peu ce que j'ai fait ici, puisque j'étais qu'à une dimension, mais le retournement de l'espace et une rotation dans l'espace, c'est pas toujours la même chose. Bon. Donc retournement de l'espace, rotation dans l'espace, tout ça sont des transformations. Et puis à ça s'ajoutent les translations dans l'espace et les translations dans le temps. Quand j'ajoute toutes ces transformations-là, c'est-à-dire le boost de Lorentz, les rotations, les translations dans l'espace, les translations dans le temps, je construis un groupe plus général qu'on appelle le groupe de points carrés. Et donc toute loi de la physique, dans sa version la plus simple, doit être invariante par toute transformation du groupe de points carrés pour pouvoir espérer être valide. Il faut que les lois de la physique respectent la Constitution qui est en partie ici. Voilà, donc toutes ces vidéos s'achèvent là. Tout ça pour vous montrer que la vitesse c, eh bien c'est plus profond que la vitesse de la lumière. La lumière n'a rien à voir avec finalement la transformation de Lorentz. La transformation de Lorentz n'a pas besoin de la lumière pour exister.